Le halving de Bitcoin est passé, la poussière est retombée et tout s'est passé comme prévu dans le protocole. Satoshi a bien fait les choses et une nouvelle fois, nous avons la preuve que tout est bien rodé. Maintenant, que va-t-il se passer ? C'est la question qu'on se pose tous car on s'attendait à ce que le prix s'envole et l'effet escompté tarde à arriver pour certains. Pourtant, il suffit de prendre un peu de recul pour faire une analyse avec la tête froide. En février dernier, le prix du Bitcoin était à 57 000 $ et tout le monde sautait au plafond. Dernièrement, le prix est repassé à 57 000 $ et la déprime s'est installée sur le marché crypto. Comme d'habitude, en cas de doute, effectuer un zoom arrière est la meilleure chose à faire. Rien ne monte tout droit en ligne droite, des phases de consolidation et de correction sont utiles et saines si l'on veut que la tendance haussière se poursuive. Aller aux 5 000 $ en ligne droite aurait été inquiétant, marquant un cycle immature qui se serait terminé en bain de sang. Pour des investisseurs à long terme, prendre son temps est essentiel. La patience sur les marchés est l'un de vos meilleurs alliés. Maintenant, tout le monde sait qu'historiquement, l'année post-halving voit une accélération à la hausse du prix de Bitcoin. Cette fois-ci, une accélération a lieu en amont, donc quid de la suite ? Tout est une histoire d'offre et de demande, et selon un récent rapport de l'équipe de recherche de Bybit, il resterait 9 mois d'approvisionnement en jetons disponibles à l'achat sur les bourses d'échange avant épuisement total des stocks. Alors, verra-t-on un choc de l'offre disponible qui déclencherait un super bull run ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans cette vidéo, voir quels sont les vrais effets du halving sur l'offre et la demande de Bitcoin et si oui ou non, il est déjà intégré dans le prix. Restez bien jusqu'au bout, vous allez comprendre que les mois à venir risquent d'en surprendre plus d'un. Il y a peut-être des néophytes parmi vous, et même pour les plus aguerris, revoir les bases ne fait pas de mal. En effet, pour bien comprendre ce qu'est le halving, il faut comprendre la différence entre protocole Bitcoin et les jetons Bitcoin, car ce n'est pas la même chose. Le réseau Bitcoin se compose de blocs de données. Chaque bloc contient des transactions Bitcoin et une référence au bloc précédent, d'où le terme de blockchain ou chaîne de blocs en français. Ça, c'est pour le protocole. Maintenant, pour le jeton Bitcoin, c'est une monnaie numérique utilisée pour récompenser les ordinateurs appelés mineurs. Ce sont les mineurs qui collectent les transactions Bitcoin en attente, les placent dans un bloc, puis connectent ce bloc à la blockchain. Chaque fois qu'un mineur fait cela, il est récompensé par une certaine quantité de Bitcoin et cette récompense provient de 2 endroits. Le premier est la transaction Coinbase, aussi appelée récompense de bloc. Pour l'anecdote, l'un des exchanges les plus connus, Coinbase, tire son nom de là. Cette récompense est directement programmée dans le protocole et c'est elle qui subit le fameux halving tous les 210 000 blocs, phénomène qui se produit tous les 4 ans. Au début, ce reward était de 50 Bitcoin par bloc miné et aujourd'hui, nous en sommes à 3125 Bitcoin. Le deuxième endroit, ce sont les frais de transaction. Ce sont des sortes de tips que l'on met à sa transaction pour qu'elle soit prise en charge plus rapidement par les mineurs. Au tout début, en 2009, il n'y avait pas de frais de transaction car les blocs n'étaient jamais remplis entièrement. Avec le temps et l'intérêt grandissant pour la reine-mère des cryptos, les gens ont commencé à attacher des pourboires à leurs transactions pour que celles-ci passent en priorité. Ces frais varient en fonction de la demande et la priorisation que l'on veut donner à sa transaction, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc revenons à nos moutons. Depuis la nouvelle réduction de moitié de cette année, Bitcoin est plus rare que l'or. On voit cela grâce au modèle Stock to Flow. C'est un ratio calculé en divisant l'offre en circulation d'un produit par sa production annuelle, ce qui donne une mesure de rareté. Si on applique ce calcul à l'heure physique, on obtient un total de 60. Pre-halving, le ratio stock-to-flow du Bitcoin était environ 56, tandis que post-halving, ce même ratio a doublé pour atteindre 112. Théoriquement, le Bitcoin est désormais plus rare que l'or, mais bon, ça, c'est en théorie. En effet, le modèle stock-to-flow est critiquable, sa méthodologie se limite à prévoir le prix futur d'un actif sans tenir compte de facteurs importants qui peuvent affecter de manière significative son prix. Dans ces facteurs importants, on retrouve par exemple la demande ou encore sa volatilité, mais aussi les mesures réglementaires prises par les gouvernements ou des baleines qui liquident leur position sur les échanges. Pour que ce modèle stock-to-flow se vérifie, il faut que la demande soit à peu près la même. Si l'on part de ce postulat, on s'attend effectivement à ce que le prix double environ tous les 4 ans, vu que l'offre de nouveaux bitcoins est divisée par 2. Sortons maintenant de la théorie, et dans les faits, on constate que le prix a toujours augmenté beaucoup plus car la demande n'est justement pas constante. Elle augmente dans le temps. De plus en plus de personnes dans le monde utilisent ou veulent investir dans cette monnaie numérique. Les chiffres varient, mais selon une étude de Crypto.com, il y aurait 580 millions de détenteurs de Bitcoin dans le monde. Au lancement en 2009, ce n'était que quelques dizaines de personnes. Au fur et à mesure de son développement et aussi de son rendement hallucinant, le Bitcoin attire de plus en plus de monde. C'est l'actif de la décennie et de très loin. Un sacré chemin a été parcouru depuis 2009 et le cycle dans lequel nous sommes actuellement est particulièrement complexe.
La récente approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis est venue tout chambouler. C'est un choc de demande car l'exposition au Bitcoin est désormais facilitée pour de très nombreuses personnes ayant accès aux produits de BlackRock, Fidelity et j'en passe. Tout le mois de février a vu des entrées massives d'argent frais sur Bitcoin, puis celles-ci se sont tassées au mois de mars-avril pour terminer récemment en sortie début mai. Un montant net de 564 millions de dollars a été retiré des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis le 1er mai, leur pire journée depuis leur lancement. Pourtant, toutes les institutions n'ont pas pu s'exposer depuis l'approbation des ETF Bitcoin Spot en janvier 2024. Certains mandats d'investissement les empêchent d'investir dans de nouveaux produits qui ne sont sur le marché que depuis quelques mois. Encore une fois, l'effet de long terme n'est pas observable, c'est trop tôt, et il faudra attendre plusieurs années avant de conclure aux véritables conséquences de ces nouveaux produits d'investissement. Ce que l'on sait, c'est qu'au vu du lancement, c'est plutôt bien parti. Une chose à savoir, c'est que ces ETF s'alimentent auprès des exchanges centralisés, les CEX. Ces derniers accumulent des bitcoins vendus par des investisseurs qui réalisent leurs profits, mais aussi par les mineurs qui vendent leurs récompenses avant de se financer. C'est là que les choses croustillantes commencent. Je vous parlais d'un récent rapport de la plateforme Bybit publié récemment. Il démontre que les réserves de bitcoin dans tous les échanges centralisés s'épuisent plus rapidement que prévu. Il y aurait seulement 2 millions de bitcoins disponibles sur les exchanges. Toujours selon le rapport, il suppose qu'avec un flux moyen entrant de 500 millions de dollars vers les ETF spot, cela correspond à 7142 bitcoins achetés quotidiennement. Ainsi, il ne faudrait que 9 mois pour que les réserves des plateformes soient complètement à sec. Le prix serait alors entraîné vers de nouveaux records, c'est ce que l'on appelle un choc de l'offre. C'est une prévision alléchante, mais faut-il encore que les inflows restent constants? Et pour le moment, ce n'est pas le cas, nous l'avons vu. Mais pas de panique, le choc de l'offre reste devant nous et je vais vous expliquer pourquoi. Revenons sur le halving. Certains pensent qu'il n'a pas d'effet sur les prix car il serait largement anticipé, donc déjà pricé. On sait que le phénomène arrive tous les 4 ans, c'est comme une sorte de dividende attendu. Or, un dividende diminue de manière proportionnelle le prix de l'action dès lors qu'il est annoncé. En distribuant à vos actionnaires, c'est comme si vous décapitalisiez votre entreprise et une telle soustraction est tout à fait logique. On a des formules bien définies pour calculer l'impact à l'avance. Un tel dividende étant un flux sortant, on valorise l'entreprise en tenant compte de ce flux sortant. Le calcul est tout simple. Dans le cas du Bitcoin, les choses sont différentes. Le halving est tout aussi certain qu'un dividende. Il arrive à une date que tout le monde peut prévoir. Pourtant, personne ne sait l'impact qu'il va avoir sur sa valorisation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune formule précise pour valoriser correctement le Bitcoin. Il est encore en recherche de prix et c'est pourquoi sa volatilité est élevée, de vraies montagnes russes, et il faut avoir le cœur bien accroché. Ensuite, l'effet du halving n'arrive pas d'un seul coup, il va être progressif puis exponentiel. Pensez à une boule de neige qui roule dans une pente, la neige s'agglutine dessus, la boule grossit jusqu'à déclencher une avalanche. Je m'explique. Concrètement, depuis le halving, il y a environ 450 jetons minés en moins chaque jour en comparaison du cycle précédent. Sur un an, c'est à peu près 164 250 pièces en moins. Ça fait un beau pactole, c'est l'équivalent d'une baleine comme Michael Saylor qui fait un all-in sur Bitcoin chaque année. Pour rappel, Saylor possède environ 170 000 Bitcoins à titre personnel. Voilà l'effet cumulatif de la réduction de moitié et cet effet devient de plus en plus conséquent jour après jour, mois après mois et année après année. Juste après la réduction de moitié, l'effet n'a aucune conséquence. C'est un léger phénomène différentiel. Mais celui-ci se répète jusqu'à créer un déséquilibre du système complexe et le pousser vers un état instable. Avec le halving, toutes les 10 minutes, on a une sorte de boucle de renforcement qui agit. Cette boucle va ensuite atteindre une phase critique jusqu'à ce que le système retrouve un nouveau point d'équilibre. On pourrait aussi le comparer à une faille sismique. Théo Mogenet a très bien expliqué ceci dans un thread Twitter l'année dernière. Une faille géologique subit régulièrement des tensions entre les roches, des sortes de micro-séismes permanents jusqu'à une rupture majeure qui engendre une forte secousse tout le long de la faille avant que celle-ci ne retrouve un nouvel équilibre. Historiquement, on observe le premier glissement de faille quelques mois après le halving, lorsque la diminution de l'offre circulante force le prix à s'ajuster pour équilibrer l'offre et la demande. Ce début de séisme provoque la liquidation des shorts, ce qui parie à la baisse, et le mouvement est alors renforcé par ces liquidations. Les traders longs arrivent sur le marché en prenant du levier pour maximiser leurs gains. Les médias se mettent à évoquer les performances du Bitcoin, l'attention du public est captée, tout le monde se met à en parler et la phase FOMO démarre. Cette nouvelle adoption alimente la montée des prix au départ pendant que l'offre reste la même. Cela crée un effet de cascade. Chaque augmentation initiale en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que le prix monte de manière exponentielle. À ce stade du paroxysme, la quantité de capital nécessaire pour maintenir cette croissance devient supérieure à la demande supplémentaire exprimée. On trouve alors un nouveau point d'inflexion et les mêmes forces opèrent, mais cette fois dans l'autre sens, jusqu'à trouver un nouveau point d'équilibre.
La particularité est que ces fameux points d'équilibre, que ce soit en bull run ou en bear market, sont toujours plus hauts que le précédent cycle, autrement dit, le précédent halving. C'est un phénomène de bulle financière somme toute banal. On peut faire une parfaite comparaison entre la bulle archétypale de Kindleberger et le cours de Bitcoin à chaque cycle, voyez par vous-même. Celle-ci est provoquée par le changement de régime d'émission de nouveaux bitcoins tous les 210 000 blocs, combiné à toute l'anticipation qu'il y a autour. Maintenant, quand la spéculation sur le bitcoin se dégonfle, sa proposition de valeur demeure intacte. La market cap est toujours limitée, le réseau résiste à la censure, reste permissionless, etc., etc. Le réseau en ressort même renforcé du fait de l'augmentation de son adoption avec les nouveaux arrivants. Certains entrés sur le top peuvent être déçus et jeter l'éponge durant le bear market. Mais globalement, le nombre d'utilisateurs augmente et les survivants au cycle sont davantage préparés pour le prochain. Le bear market est d'ailleurs un bon moment pour entrer un peu plus dans ce qu'est le Bitcoin. Le plus important est sûrement que le halving n'est pas pricé, car il n'est tout simplement pas priceable. Cependant, tant que la proposition de valeur de Bitcoin reste intacte, la demande sera au rendez-vous, la bulle gonflera et Bitcoin deviendra encore plus connu, robuste, adopté et liquide, donc davantage valorisé qu'avant le halving. L'arrivée des produits institutionnels comme les ETF booste la demande malgré des variations sur du court terme. Rappelons aussi que les banques centrales seront autorisées à détenir jusqu'à 2% de leur bilan en crypto à partir du 1er janvier 2025. Dès 2022, la Banque centrale de Suisse pensait déjà en ajouter dans son bilan. Imaginez le catalyseur de la demande quand les banques centrales vont s'y mettre. Sans boule de cristal, ni aucun conseil d'investissement, conserver des bitcoins sur du long terme en vue de conserver de la valeur semble être une option d'un investisseur avisé. Maintenant, si la volatilité vous effraie, adaptez votre stratégie. Personne ne vous oblige d'aller all-in parce que le halving a eu lieu et que le prix va probablement monter dans l'année suivante.